Je lis donc, je vis. C'est le titre d'un ouvrage littéraire publié par l'écrivaine Anne Paris le 21 décembre 2021. Mais la vérité, à la vérité, le monde dans lequel nous vivons semble de plus en plus régi par les écrans et les lumières au détriment de tout, surtout des papiers. Les réseaux sociaux ont envahi notre quotidien au point où plus personne, ou presque, ne peut vivre sans les écrans. Entre TikTok et WhatsApp, en passant par Instagram et toutes les autres plateformes digitales, quelle place les livres occupent-ils désormais dans nos vies, même si c'est en version numérique? La question est au cœur du débat de ce vendredi avec en plateau deux invités. Serge Avidjamé, bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour à chacun, bonjour à tous. Vous êtes enseignant de lettres, mais aussi journaliste. Merci de répondre favorablement à notre invitation. C'est moi. Avec nous également en plateau, Esther Kakpo, épouse Zanclin. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes chargée de programme du CAEB, Entendez Conseil des activités éducatives du Bénin. C'est basé à Porto Novo. Merci de répondre. À PACA Porto Novo. PACA Porto Novo. C'est où exactement le CAEB? Le CAEB est une organisation non gouvernementale à reconnaissance d'utilité publique. Nous sommes non seulement à Porto Novo, mais nous sommes à Abomey, à Lokossa, à Parakou, à Djougou et à Natitengu. C'est-à-dire que nous avons une représentation nationale. Nous couvrons tout le pays à travers nos actions. D'accord, d'accord. Très bien. Merci donc de répondre favorablement à notre invitation. C'est moi. Alors, nous allons donc voir un peu avec les écrans qui nous entourent, les plateformes digitales, TikTok, WhatsApp et tout ça, comment est-ce que les livres aujourd'hui peuvent encore servir? Et d'ailleurs, si nous, en tant que personnes aujourd'hui, et surtout les jeunes, si nous continuons à lire, Serge Avidjamé, pour qui les écrivains publient-ils aujourd'hui concrètement selon vous? Pour les populations, pour nous, vous et moi, pour les élèves, pour les apprenants, les étudiants et pour l'élite nationale. Je crois que c'est pour tout le monde que les écrivains écrivent. Maintenant, on va rentrer dans le débat tout à l'heure. Est-ce que les gens arrivent à lire? Ça, on verra, mais on écrit pour que la lecture se fasse. On écrit encore pour des lecteurs aujourd'hui. Exactement. Y a-t-il des lecteurs aujourd'hui? Voilà, c'est la question. Est-ce qu'il y a des lecteurs aujourd'hui? La question se pose avec acuité, mais je crois quand même que des gens continuent de lire, même si ce n'est pas quand même les versions papier. Des gens lisent et je crois que ce n'est pas comme c'était avant, comme vous et moi, au département des lettres, où on était presque fouettés par des professeurs. Mais je crois quand même que les gens continuent de lire, même si ce n'est pas comme autrefois. Très bien. Alors, Esther Kakpo, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'en publiant des livres, les écrivains s'attendent à ce que les gens les lisent vraiment? Ça peut sembler paradoxal, mais on dit que les gens ne lisent plus, mais il y a de plus en plus de gens qui écrivent. Et quand ils continuent d'écrire, quand ils sont motivés pour écrire, c'est que forcément, il y en a qui lisent. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les gens lisent parce que certaines organisations comme le CAEB ont mis en place ce qu'il faut pour booster la lecture au niveau des populations, notamment des jeunes. Alors, on a fait un tour un peu à Porto Novo. On est même allé au CAEB pour voir un peu si les gens continuent de lire ou pas. Et les centres de lecture les plus populaires et les plus reconnus aussi, ce sont les bibliothèques. Est-ce que les gens fréquentent, par exemple, les bibliothèques? On a donc fait un tour et c'est Stéphanie Dekmadora qui a fait le reportage que je vais vous inviter à suivre. On revient en plateau pour continuer le débat. Ici, nous sommes dans une bibliothèque. Un lieu de savoir où enfants, jeunes et adultes viennent se cultiver et se ressourcer de savoir. Ricardo Lovi et ses amis sont des étudiants en fin de formation de l'administration hospitalière et intendance. Ils sont venus faire des recherches pour la rédaction de leur mémoire de fin de formation. Comme eux, plusieurs d'autres s'y rendent pour lire. Moi, je viens ici pour me cultiver, lire, quelquefois faire des recherches. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans les écoles, nous n'avons pas toute la documentation nécessaire, mais dans la bibliothèque, nous pouvons avoir le nécessaire. Des documents de travail, des livres, des romans, quelquefois, pour se distraire, pour se cultiver. Comme l'autre le dit, s'il faut cacher quelque chose à l'Africain, il faut le mettre dans les livres. Donc, en lisant, en se cultivant, on ne peut jamais désapprendre. Je fréquente la bibliothèque depuis le cours primaire, disons depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Quand je viens dans une bibliothèque, c'est pour faire des recherches, approfondir mes connaissances
faire grandir mon bagage intellectuel ou tout simplement pour faire des exercices pour les cours. Quand nous jetons un regard sur les programmes d'études en cours dans notre pays, où l'apprenant est mis au centre de son apprentissage, il n'y a pas autre raison que de dire si les bibliothèques n'existaient pas, il fallait les créer. Le nombre de bibliophiles que nous recevons chaque année sur l'ensemble de ces réseaux-là, c'est plus de 2 millions de visiteurs. Ça, c'est le chiffre de l'année de 2022. Au-delà des livres qu'elles permettent aux usagers d'accéder, les bibliothèques jouent également un rôle de socialisation. Les centres de documentation, ce n'est pas que des livres, c'est toute une activité d'animation autour. Et d'ailleurs, c'est ça qui rend plus dynamique les bibliothèques ou les centres de documentation. Donc, il y a les clubs de lecteurs, les clubs de Pelle et moi, des clubs de génie en herbe, autour des livres. Et quand c'est comme ça, les enfants ont du plaisir à fréquenter les centres. Combien de parents sont capables d'acheter tous les livres à leurs enfants? Impossible. Impossible. Très peu de parents peuvent le faire. Très peu de parents peuvent le faire. Mais les élèves, en venant dans nos centres de documentation, ils ont tout ce qu'il leur faut pour l'apprentissage à l'école. L'avènement des multimédias a changé la nature de la bibliothèque. En plus des rayons classiques, le numérique offre d'autres rayons accessibles en un clic. Un atout de plus pour les bibliophiles. Les pays les plus développés aujourd'hui, les États-Unis, la France et bien d'autres, ils ont encore des bibliothèques physiques. Pourtant, ils sont très avancés au plan numérique que nous. Les bibliothèques numériques et les bibliothèques qui disposent des livres physiques sont complémentaires. Amener les enfants vers le livre, un pari pour l'avenir. Un combat que parents et formateurs se tiennent à mener au grand bonheur des bibliothécaires. Voilà, retour donc en plateau. On a suivi ce reportage, on est même allé au CAEB et vous avez pu voir sur les images les différents constats que nous avons faits sur les lieux. Madame Esther Capot, est-ce qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'effectivement ce qu'on a vu là, c'est vraiment la réalité quotidienne? En fait, ce que vous avez vu même ne traduit pas réellement ce qui se passe dans les centres, les bibliothèques du CAEB. Pour parler du CAEB, parce que malheureusement, il faut le déplorer, aujourd'hui au Bénin, il n'y a plus d'espace de livres. Il n'y a plus d'espace de livres, ne serait-ce que dans chaque commune, dans les 77 communes au Bénin, il n'y a pas d'espace de livres. Et les quelques espaces, il y a quelques bibliothèques municipales, il y en a quelques-unes dans les écoles, dans les lycées, dans les CEG. Mais là encore, il faudrait voir le fonds documentaire. Parce que quand on parle de bibliothèque, qu'est-ce qui peut être attractif dans une bibliothèque? C'est le fonds documentaire. Ce sont les livres qu'on propose. Ce sont toute cette panoplie d'activités autour du livre que l'on propose pour que la bibliothèque soit attractive. Parce que si on s'en réfère à ce qui se passait, avant, quand on dit bibliothèque, c'est des espaces poussiéreux, c'est des livres qui sont plus ou moins abîmés, qu'on a rapatriés de je ne sais où et qu'on a engagés dans un coin sombre, pas éclairé, avec très peu d'activités et mieux, avec des gens qui ne sont pas des professionnels de l'animation documentaire. Et ça a failli. C'est ce qui a fait peut-être que le background de la littérature au Bénin est ce qu'elle est. Les gens n'ont pas eu l'espace qu'il faut, le cadre qu'il faut pour être attirés vers la lecture. Mais fort heureusement, aujourd'hui, on peut se targuer d'avoir un réseau de bibliothèques, 8 sur le plan national, qui offre ce qu'il faut pour donner à l'apprenant le désir du livre. Mais j'ai une question même qui paraît peut-être basique et banale. Dites-moi. À quel moment est-on sûr qu'on est en train de lire? Puisque sur les réseaux sociaux un peu partout, il y a parfois des textes. Il y a certains qui créent des histoires, qui mettent partie numéro 1, partie numéro 2, etc., qui envoient sur WhatsApp, etc. Est-ce que ça aussi, c'est de la lecture? C'est de la lecture. Et moi, je pense qu'il faut encourager. On lit dès le moment où on pose ses yeux sur un texte. On lit dès le moment où on saisit la trame de ce qui est écrit. On lit dès le moment où on comprend ce qui est écrit. On lit dès le moment où l'objectif de la lecture est atteint. Et cet objectif, ça peut être distractif, ça peut être informatif, ça peut être ludique,
ça peut être plein d'autres choses. Donc, dès le moment où l'objectif de celui qui a écrit est atteint, vous avez lu. Ou dès le moment où votre objectif en prenant un livre, en vous attardant sur un texte est atteint, alors vous avez lu. Et ça peut prendre 2 minutes, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 4 jours et beaucoup plus. Alors, c'est Javid Djemé, est-ce que dans tout ça, il n'y a quand même pas aussi une certaine concurrence qui existe entre les livres et les écrans de toute façon? Tout à fait. Tout à fait. Il y a cette concurrence qui existe. Personnellement, moi, depuis un certain temps, j'ai pris quand même la peine de lire certains livres, des romans, des nouvelles, de la littérature française, par exemple. Et comme je n'ai pas ça à portée de main, je vais quand même sur le net pour télécharger cela et pour lire. Moi, je crois que, en soi, comme l'a dit madame, ce n'est pas mauvais quand même de poser son regard sur un texte posé sur un écran. Mais qu'est-ce que nous lisons, c'est ça le problème, exactement. On est d'accord? Parce que quand on veut lire un texte instructif sur les réseaux sociaux, quand on veut lire quand même des informations, comme elle a dit, de 2 minutes ou bien d'1 heure, c'est pas mauvais en soi. Il faut découvrir des notions syntaxiques, des notions du lexique, tout ça là, ça permet d'enrichir le vocabulaire. Mais quand on n'arrive pas quand même à lire et qu'on est là, oisif, parce qu'il y en a quand même, et ce qui est grave par rapport aux écrans, c'est qu'aujourd'hui, on code, n'est-ce pas, le message. Pour écrire, par exemple, bonjour, on met BJR, et ça là, ça porte entorse, ça porte du préjudice à la langue. Il faut écrire tout normalement. Je me souviens, un jour, j'étais à la maison, un collègue m'a appelé pour dire, il m'a écrit coucou, j'ai dit, oui, bonjour. Et il me dit, tu as la piole? J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? Et il dit, non, à la maison. J'ai dit, tu es un enseignant et c'est pas bon d'écrire ce genre de choses parce que, comme on enseigne en français, c'est un registre familier. Et quand vous enseignez ça, les enfants vont croire que c'est la norme. Faut pas aller là-bas. Donc, moi, je crois qu'il faut lire. Il faut lire les tests instructifs, des tests qui, quand même, apportent un plus à la connaissance, à l'intelligence et à l'intellectuel. Il ne faut pas lire pour lire parce que on veut lire. Voilà. Et je posais la question aussi parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'accrochent vraiment aux histoires d'amour sur TikTok. Telle influenceuse serait avec telle autre. Et ces histoires-là semblent plus occupées aujourd'hui que parfois, on va dire, une histoire romanesque. Je ne sais pas si c'est dans Les Bouts de bois de Dieu de Samuel Ousmane ou c'est dans Dogissimi de Paul Razumé. Les gens n'ont plus vraiment ce réflexe-là quand même, non? Même s'il y a cette attractivité-là vers les bibliothèques, comme on a pu voir sur les images et comme madame a pu le confirmer, est-ce que quelque part quand même il n'y a pas, on va dire, une certaine dualité, parfois négative, entre les livres et les plateformes digitales? Oui, je crois bien. Il y a cette dualité. Je crois bien qu'aujourd'hui, les plateformes dont vous parlez ont pris le dessus, n'est-ce pas, sur les livres aujourd'hui. Madame peut tout dire, mais je crois qu'aujourd'hui, votre portable, votre smartphone et tout, ça a pris le dessus, n'est-ce pas, sur les livres aujourd'hui. Les gens vont être dans les bibliothèques pour lire. Mais je crois quand même que, tel que vous l'avez dit, on ne va pas tout le temps sur le net, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook, pour lire malheureusement ce que vous avez décrit là. On va pour ce que j'ai décrit, j'allais dire. On va pour lire malheureusement une influenceuse qui a posté quelque chose. Peut-être que c'est des histoires qui n'ont même pas, qui n'apportent rien au quotidien, n'est-ce pas, de l'homme. Mais moi, je crois quand même qu'il faut d'abord commencer par encourager ceux-là qui vont déjà lire sur les smartphones, sur WhatsApp, et après leur montrer l'utilité, n'est-ce pas, d'aller lire des romans, des nouvelles, des contes, tout ce que vous savez, d'aller lire. Moi je me souviens que un jour, j'étais dans un groupe d'étudiants, et puis un ami a envoyé une nouvelle. Je voyais des textes dedans, mais ça m'a intéressé, j'ai lu, et puis j'ai envoyé à un ami qui a partagé à ses élèves. Les élèves ont aimé. Mais ils se sont demandé, mais est-ce qu'on pouvait avoir ce genre de choses-là sur le net? Je leur dis,
c'est quand même dangereux quand même de tout télécharger sur le net. Parce que quand vous le faites ainsi, vous n'apportez pas une plus-value à l'écrivain qui est assis, qui est resté longtemps, qui a réfléchi pour écrire. C'est son travail. Permettez quand même, lui quand même de bénéficier du gain, n'est-ce pas, de son travail. Mais néanmoins, il faut encourager ceux qui vont découvrir des tests sur les smartphones, sur tout ce que vous savez. Mais il faut reconnaître quand même que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ne sont pas quand même instructifs et c'est déplorable. Alors, Esther Capo, aujourd'hui, il y a certains termes qui sont apparus, influenceurs, influenceuses. Il y a beaucoup d'histoires. Parfois, on se demande à quoi ça peut servir, mais qui captive aussi une certaine catégorie de la société aujourd'hui. Dans tout ça, comment savoir que les livres vivent toujours? C'est vrai, on peut reconnaître, et ce serait du leurre que de ne pas le reconnaître, qu'aujourd'hui, il y a une tendance au numérique. Une tendance à connotation pas que positive. Il y a beaucoup de négativité. Et c'est là, au lieu d'influencer positivement la jeunesse, nos enfants, les apprenants, c'est là de les envoie vers une dérive certaine. Vous voyez, quand un apprenant, au lieu de lire un petit test qui va lui montrer peut-être comment faire un accord au participe passé ou au présent ou comment on écrit harmattan, puisque nous sommes dans le mois, il écoute tout le temps, ou il passe tout son temps sur TikTok à écouter quelqu'un qui se dit influenceur, mais qui s'exprime peut-être très mal. Qui s'exprime très mal. Et à l'écouter, à force de l'écouter, ça devient une rengaine. Et ça rentre dans le cerveau, ça se traduit à l'écriture de cet élève, de cet apprenant-là, même de cet étudiant-là, et ça agit sur ses performances scolaires ou ses performances étudiantines. Moi, je voudrais dire, vous savez, nous sommes jeunes, et la plupart de ces influenceurs sont jeunes. C'est ce qu'il faut qu'on fasse un travail sur soi. C'est ce que nous appelons éducation à la citoyenneté. Il faut que chacun s'éduque pour savoir que si je dois entraîner derrière moi des jeunes, si je dois les influencer, il faut que je le fasse positivement et ce, dans le domaine dans lequel j'ai choisi d'influencer. Si aujourd'hui, les gens se permettent d'écrire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, de dire n'importe quoi, en sachant que la jeunesse a été très tôt mise au contact de l'écran, ça va être dommage. Et nous allons arriver à une génération où les choses iront à volo. Et ça reste un défi pour les parents aujourd'hui. Vous savez, l'écran, ce n'est pas à tout âge qu'il faut donner l'écran aux enfants. Aujourd'hui, vous voyez des enfants de la maternelle à qui on remet le portable juste pour s'en débarrasser, un portable connecté, et vous le voyez swiper sur TikTok. Il fait comme ça. Il fait comme ça. C'est devenu un geste à la limite banal. Sans savoir qu'en le faisant, vous mettez dans cet enfant des choses qui vont sortir plus tard et très négativement, et pour lui et pour la société. Donc, les parents doivent se revoir, savoir que c'est à eux qu'on a donné le rôle d'éducation, de socialisation de l'enfant. Et que si cet enfant doit réussir sur tous les plans, ça dépend d'eux. Il faut pouvoir dire à l'enfant, aujourd'hui, pas d'écran. Victor Hugo a dit, donc aux petits-enfants, donnez le petit livre. Ça veut dire qu'il faut y avoir forcément une adaptation. Quand vous remettez un livre ou un roman de 100 pages ou de 70 pages ou de 700 pages à un enfant qui n'est pas encore habitué à la lecture, il sera dégoûté. Mais quand vous prenez une bande dessinée, adaptée à son âge, avec de beaux dessins, vous lui dites, regardez, est-ce que tu peux comprendre l'histoire? Est-ce que vous l'intéressez? Et si vous-même, en tant que parent, de temps en temps, votre enfant vous voit prendre un petit journal ou lire un petit texte, vous lui montrez le bon exemple. Tout ça, c'est de la socialisation. J'ai parlé aux jeunes, j'ai dit, on doit s'éduquer, savoir que des gens nous regardent faire. Et si nous faisons bien, ils feront bien. Si nous faisons mal, ils feront pire. Aux parents, je dis, prenons à cœur notre rôle de socialisation et d'éducation de nos enfants. À nous de leur montrer le bon chemin. À nous de leur montrer ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Et moi, je dis, qu'on le veuille ou pas, la lecture aujourd'hui, elle peut faire beaucoup. On décrit le niveau de nos apprenants dans les écoles, dans les universités. Et je vous dis, même des enseignants, quand par malheur, vous prenez les cahiers de vos enfants pour lire un peu ce qu'ils vous recopient comme leçon,
vous en avez une forte migraine. C'est-à-dire que le défi, il est partout. Le système éducatif, les enseignants que nous avons aujourd'hui dans nos classes, est-ce qu'ils sont à la hauteur de la tâche qui leur sont confiées? Est-ce qu'eux-mêmes en amont, ils prennent le temps de lire? Ou est-ce que c'est du plagiat sur Internet? C'est beaucoup de défis et ça doit pouvoir se régler étape par étape, step by step, comme dirait l'autre. C'est ça. C'est Javid Djemé, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a tellement de défis à relever. Parce qu'aujourd'hui, et Madame a bien fait de souligner cela, lorsque vous voyez des jeunes qui s'expriment, qui sont même apprenants, parfois même étudiants qui s'expriment, même enseignants, parfois, justement, même enseignants, ouais. Ça donne à réfléchir. Que faire? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver l'équilibre nécessaire de sorte à ce que nous ayons encore cet engouement-là autour du livre sans contrainte? Parce qu'il y a aussi les fréquentations dans des lieux de lecture, c'est vrai, mais si on sort les apprenants que les enseignants contraignent à les lire, parfois les apprenants à qui on donne des exercices, qui sont obligés de se rendre, si on sort tout ça, on ne sait pas trop si le taux de fréquentation sera pareil. Alors, que faire aujourd'hui pour qu'on puisse trouver l'équilibre entre les écrans, la connectivité, Internet et les livres? Et il faut d'abord que les enseignants également commencent par lire d'abord. S'ils lisent, ils vont donner du goût à leurs apprenants à la lecture. C'est une évidence. Parce que quand il y a un apprenant qui voit son professeur à longueur de journée en train de bavarder à la salle des professeurs, un apprenant qui voit son enseignant déambuler à la cantine, ou bien voit un enseignant qui peut-être dans le même quartier en train de fréquenter les restaurants, les bars, un week-end. C'est vrai, ce n'est pas interdit d'aller dans les bars, mais chaque moment, à chaque temps, son moment. Moi, je crois qu'il ne faut pas... Les apprenants, ils arrivent à savoir tel enseignant est plus fort dans sa matière. Exactement. Quand un enseignant est bon, l'apprenant le sait. Un apprenant qui est bon, et quand je dis bon, ça veut dire qui est éveillé dans la salle. Si l'enseignant est bon, il arrive à le savoir. Et si l'enseignant est médiocre, il le sait. Même s'il n'a pas le courage de le dire, il le sait. Et il y a un paradoxe aujourd'hui. Moi, j'ai fréquenté quand même beaucoup, j'ai fait beaucoup d'écoles, de lycées et de CEG. Et je ne voudrais pas stigmatiser, mais vous allez constater que souvent, la plupart des professeurs de mes collègues qui sont enseignants de sciences, PCT et mathématiques, à peine ils s'intéressent à la lecture. Non, mais je dis pour la plupart. D'accord. La majorité. En fait, selon votre constat. Oui. D'accord. Et quand, dans le français, ils ont cette manière vulgaire de parler, ils disent, c'est quoi même la chose, on n'en a pas besoin d'accord en mathématiques, on en a juste besoin que les jeunes enfants comprennent les formules et les propriétés. J'ai dit non, c'est dangereux. Et ça a rattrapé d'autres qui font les SVT aujourd'hui, qui sont obligés de faire des rédactions aujourd'hui. Ça les a rattrapés aujourd'hui. Donc, quand un enseignant... Parfois, il y a certains qui font les lettres, qui franchement finissent le cursus. Non, écoutez, ça là, je sais. Vous et moi, on en a connu. Où vraiment, il y en a qui ne lisent même pas une seule fois avant d'avoir la licence. Mais je dis... Aujourd'hui, quand vous voyez un enseignant qui ne lit pas, fut-il des lettres, je me demande ce qu'il va demander. Parce qu'un enseignant qui n'a pas une bibliothèque, c'est dangereux. Un enseignant des lettres, anglais, français, qui n'a pas sa bibliothèque, c'est dangereux. Même si c'est même 10 livres, il faut qu'il ait et qu'il, de temps en temps, aille voir ces livres-là en dehors des centres de lecture comme le Kaeb chez Madame, où il faut souvent aller. Moi, j'y allais très souvent. Mais comme j'ai des ça n'est pas fait. Vous y alliez. Oui, j'y allais. Ça veut dire qu'il n'y va plus. Non, j'y vais plus parce que moi-même, je me suis fait ma bibliothèque. Oh non, mais je me suis dit, non, madame. Une bibliothèque personnelle de je ne sais pas, 200, un fonds documentaire de 200, 300, comparé à un fonds documentaire je suis d'accord, de plusieurs milliers. Oui, madame, est-ce que vous pensez qu'on peut tout lire chez vous là? On ne peut pas tout lire. Non, mais vous avez la possibilité de faire le prêt à domicile. Et moi, je dis, l'exemplarité dont vous parlez, vous savez, au moment où nous, on passait le baccalauréat, au moment où on faisait le lycée, les enseignants, c'était nos stars. Quand un enseignant, il prend la parole, il s'exprime bien. Quelle que soit sa discipline, mais à un moment donné,
la base a fauté. Tout à fait. Et moi, je pense qu'il faut que les structures éducatives du Bénin, il faut que le Conseil national pour l'éducation, il faut que nos grands patrons, nous sommes une organisation non gouvernementale active en éducation. Nous réfléchissons également avec eux. Mais il faut qu'on voie à quel moment la base a fauté. À quel moment les enseignants qui autrefois étaient des modèles en expression orale, étaient des modèles en tenue, étaient des modèles en tout, à quel moment est-ce qu'ils ne le sont plus? Et à quel moment est-ce qu'ils ont perdu? Est-ce qu'ils ont perdu cet apparat-là pour aujourd'hui être confondus à la masse, être confondus au citoyen lambda qui peut se permettre de faire des fautes d'orthographe, d'écrire bonjour, BJR, d'écrire coucou, d'écrire des choses qui ne tiennent pas. À quel moment est-ce que le registre familier a pris le dessus sur ce registre formel qui doit normalement être courant dans les administrations, courant dans les écoles? Il faut qu'on arrive à diagnostiquer cela. Et quand on l'aura diagnostiqué, on pourra dire qu'est-ce qu'on fait pour réparer. Moi, je suis formelle là-dessus. C'est ça. On va y revenir tout à l'heure. Si vous permettez, oui, moi, je voudrais prendre un point des propos de madame. Pour moi, ce n'est pas un crime de faire de fautes. Ce n'est pas un crime. Même nous autres enseignants de français, journalistes, sur les plateaux, tout ça, nous faisons des fautes. Et il faut prendre conscience, n'est-ce pas, de la faute. Peut-être que c'est la peur, n'est-ce pas, de faire des fautes qui fait que, bon, il y en a qui n'aiment pas. Alors que quand vous faites des fautes, et que vous êtes conscient que vous faites ces fautes, vous arrivez quand même à vous corriger. Et quand vous arrivez quand même à vous corriger, c'est que ça vous aide. Donc, le mieux, c'est d'aller dans les livres et toujours, il faut avoir son dictionnaire. En lisant, il faut avoir le dictionnaire. D'abord, il faut quand même avoir le goût là-dessus d'abord, avant de découvrir d'autres mots, avoir le dictionnaire, comprendre le sens des mots pour évoluer. Voilà. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va même laisser les enseignants, puisque franchement, on n'est pas là pour faire leur procès. Oh non, loin de là. Mais même les adultes, mais même ceux de la génération de ceux qui étaient habitués à lire quand ils étaient élèves, lorsqu'aujourd'hui on est à l'âge adulte et qu'on a peut-être l'information qu'il y a une cérémonie de lancement d'un livre quelque part, même si on s'y rend, est-ce que, première chose, on a encore le réflexe de se procurer ces ouvrages? Deux, est-ce qu'on a du temps pour les lire aujourd'hui avec tout ce qui nous occupe? Et y compris parfois même la connectivité. Aujourd'hui, dans nos maisons, nous-mêmes adultes, est-ce qu'on lit vraiment, madame? On ne lit plus, ce serait du leurre que de ne pas reconnaître cela. On ne lit plus parce que, vous savez, les défis quotidiens vous prennent la tête. Mais chacun doit pouvoir se connaître. Vous savez, quand vous êtes fatigué et que vous prenez un livre, que vous tournez 2, 3, 4 pages, si vous étiez habitué, cela va vous détendre. Le livre, la lecture a cette capacité de détendre ceux qui y sont habitués. Ça fait même dormir certains. Donc, on ne lit plus au regard des défis quotidiens. On ne lit plus parce que les livres coûtent cher. Ne pas reconnaître que les livres coûtent cher aujourd'hui, c'est encore du leurre. Les livres coûtent cher parce que les auteurs diront il n'y a pas de prise en charge, il n'y a rien, nous n'avons rien quand nous publions, les maisons d'édition qui sont là prennent tout, les livres coûtent cher. On ne lit plus, 1, parce qu'on n'a pas le temps, 2, parce que les livres coûtent cher, et 3, parce que personne ne vous amène à lire. Ça fait 3 choses. Je vais revenir sur le volet économique. Normalement, le ministère de la Culture doit pouvoir véritablement soulager les acteurs du livre. Mais le système aujourd'hui est tel que quand vous écrivez, vous avez d'abord du mal à trouver un éditeur et finalement, quand on veut vendre votre livre, on dit au regard du pouvoir d'achat des Béninois, on ne peut pas mettre ça à plus de 2500, sinon ils ne vont pas acheter, on ne va pas mettre à 20 000, personne ne va acheter. Vous avez des livres que vous retrouvez ici au Bénin à 5 000 francs et en Europe, vous le retrouvez à 20 000, converti en CFA. C'est pour dire que le pouvoir d'achat du Béninois ne lui permet pas réellement
d'acheter des livres. Parfois, c'est une question de volonté aussi, non? C'est une question de volonté. Quand on hiérarchie ses priorités. Mais c'est clair, si vous n'avez pas à manger à la maison et vous avez 5 000, ce n'est pas comme nous en notre temps où dès qu'on a l'argent de poche, on préfère s'acheter un petit harlequin que d'acheter à manger. Donc il y a le pouvoir d'achat qui intervient, il y a aussi un peu de volonté, comme vous l'avez dit. De volonté. On est en train de finir progressivement. Serge Avid-Germain, dans tout ça aujourd'hui, nous sommes aussi là pour essayer de trouver des pistes de solutions pour à la fois intéresser les jeunes, mais aussi les adultes, donc tout le monde, à peut-être aussi revenir aux lettres, aux livres, même si c'est en version numérique. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? D'abord, il faudrait que les parents, eux aussi, dans un premier temps, commencent par lire. Parce que, comme l'a dit madame, si vous arrivez à lire, que votre enfant voit lire, il aura également envie de lire. C'est ça. Ensuite, il faut permettre aux enfants de fréquenter des centres de documentation. Je ne dis pas nécessairement CAEB, mais il y en a plein. Il y en a même dans les écoles. Parfois, il faut demander aux enfants d'aller dans les bibliothèques pour aller, n'est-ce pas, faire ce que vous savez pour aller lire. Ensuite, il faut quand même que les pouvoirs publics également puissent permettre aux apprenants d'avoir accès aux livres. Je crois que les gouvernants, le législatif, tout cela peuvent influencer, en tout cas, je ne sais pas comment ils vont faire parce que c'est eux les décideurs, mais je crois qu'ils peuvent quand même faire, ils ont le lobby. Mais il y a la moi j'ai une classe. Non, écoutez, des gens ont envie. Moi j'ai des élèves de 3e aujourd'hui. Le livre au programme, je vais faire de la publicité à quelqu'un, mais qui a 3500. Vous imaginez, pour des élèves, pour des apprenants qui difficilement ne trouvent pas à lire. Et quand vous leur donnez, et quand parfois ils viennent vous demander de l'argent, monsieur, donnez-moi de l'argent pour manger, vous ne leur demandez pas d'aller chercher un livre au programme. Et je suis sûr que madame n'a pas ce ouvrage-là, des centaines, n'est-ce pas, la bibliothèque pour faire des prêts à domicile. Donc, nous essayons de satisfaire tous nos usagers pour le prêt à domicile. Non, écoutez, non, j'ai un exemple. Vous voyez, donc il y a un tout. Mais moi, je crois quand même aujourd'hui que le premier travail commence d'abord par les parents qui doivent permettre à leurs enfants d'aller vers le livre. Parce que regarder la télévision à longueur de journée, c'est un problème également. C'est ça. Alors, c'est la dernière question aussi à vous. Dans tout ça, il y a du travail à faire, mais il y a aussi parfois le choix de certains d'habituer leurs enfants déjà dès le bas âge au dessin animé. Ça remplace les livres? Ça ne remplace malheureusement pas les livres et je pense qu'il faut essayer de trouver un juste milieu. Un juste milieu entre dire à son enfant, tu aimes regarder tel dessin animé à la télé, et s'il y avait coupure, on a le même dessin animé version papier. Oui. Et c'est une politique, sans faire de la pub pour mon organisation. Vous savez, j'ai dit que nous étions avec les professionnels de la documentation. Quand vous venez chez nous, vous avez 3 catégories d'ouvrages, en général. Vous avez ces ouvrages qui sont destinés aux enfants. Ça, c'est des bandes dessinées qui reflètent ce qu'ils ont l'habitude de voir à la télé. Quand l'enfant vient et il voit tel, il dit « Ah, mais c'est ce que je regarde, c'est ce que je regarde. Donc, je peux l'avoir en version papier, je peux le tourner à mon rythme. » Ça, c'est la première chose. Trouver le juste milieu entre les dessins animés que nous projetons également, mais entre également les versions papier de ces dessins animés que nous appelons bandes dessinées, les ouvrages jeunesse qui intéressent beaucoup les adolescents. Moi, j'ai un auteur à la bouche que j'ai vraiment envie d'appeler, qui a essayé, c'est Abdel Hakim, de Lara Production. Il a essayé aujourd'hui de produire de petits romans dont les adolescentes raffolent. Et je dis, vous ouvrez un espace documentaire, une bibliothèque, vous mettez ces ouvrages-là en quantité, un espace aéré, comme nos centres de documentation, avec de la luminosité, avec tout ce qu'il faut, le confort moderne qu'il faut, vous verrez les enfants. Ils viennent, au quotidien, ils viennent parce qu'ils sont intéressés par le fond documentaire que vous présentez. Vous mettez dans une bibliothèque les ouvrages au programme, en sciences, en SVT, en littérature. Vous pensez qu'ils ne viendront pas? Ils viendront. Donnez aux petits-enfants le petit livre. Victor Hugo l'a dit, il faut le contextualiser, offrir aux gens ce qu'ils désirent et nous verrons nos espaces documentaires fréquentés, nous verrons les niveaux s'améliorer. Merci infiniment à vous, Madame Esther Kakou, épouse Zanclan. Vous êtes chargée de programme du CAEB. Entendez
Conseil des activités éducatives du Bénin. Merci d'être venu sur ce plateau. Oh, c'est moi qui vous remercie pour ce plaisir que vous nous offrez de parler de quelque chose qui nous tient à cœur, parce que grâce à notre partenaire, la Fondation Vallée, nous animons aujourd'hui 8 centres de documentation. Voilà, merci beaucoup, madame. Merci infiniment. C'est Javid Djemé, enseignant de lettres et journaliste. Merci aussi d'avoir été sur ce plateau. C'est ici que nous fermons les portes de TH Matin pour le compte de ce vendredi, mais aussi de cette semaine. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été sur ce plateau. On se sépare avec Youssoufa dans son titre « Mon roi ». Très bon week-end à chacun et à tous et à très bientôt.